Voilà, les gens arrivent au fur et à mesure, mais c'est normal, hein, tout le monde est occupé et arrive enfin, quand il peut. On a déjà eu des annonces de retard. Donc, avant toute chose, je voulais remercier d'abord les membres du jury qui se sont mobilisés, notamment son président Éric Buffet, qui est CIO d'Orano, et donc il a un agenda, on imagine, extrêmement fourni. Emeline Fabre, CDO d'Heineken, qui doit arriver, qui nous a annoncé elle avait du retard. De même, Isabelle Vatio, professeure à l'ESSEC, et Vincent Torette, qui est parmi nous, donc je voulais le remercier chaleureusement, qui est, lui, Head of Pernod Ricard Data Platform. OK. Et donc, je voulais les remercier chaleureusement de leur contribution et du temps qu'ils nous consacrent. Je remercie aussi les entreprises candidates, AXA, Covea et SNCF, hein, d'être venus pour ce challenge. Hein. Et puis, tous les membres de Dama France qui se sont mobilisés, qui sont ce soir ou en ligne ou présents dans la salle. Et puis enfin, je veux remercier notre fidèle sponsor, euh, PwC. L'époque où le data management était perçu comme une fonction support de l'informatique est révolue. Aujourd'hui, nous sommes au cœur du réacteur, si j'ose dire. Vous êtes ici ce soir parce que vous savez que la donnée est devenue l'actif le plus critique, mais aussi le plus risqué de nos organisations. En me référant aux travaux récents de Dama France et à la dynamique du marché européen, oui, oui, je vais faire ça. Pardon. C'est ça, mais je suis un garçon enthousiaste. Exactement. Donc, pardon, oui. Et donc, en me référant, pardon, je reprends ma phrase. Donc, en me référant aux travaux récents de Dama France et à la dynamique du marché européen, le constat est sans appel. Nous ne gérons plus seulement des stocks de données, nous pilotons des flux et la valeur qu'ils génèrent. Avec l'arrivée brutale de l'IA générative et de l'IA en général, qui exige une qualité des données irréprochable, et le tsunami réglementaire européen, AI Act, Data Act, CSRD, notre rôle a muté. Nous ne sommes plus les gardiens du temple, nous sommes devenus des architectes de la résilience et de l'innovation, qui en soi est un défi. Alors, pardon. Désolé, petit problème. C'est trop. En France, spécifiquement, nous observons une accélération. Les entreprises délaissent les approches monolithiques pour des modèles fédérés, cherchant à rapprocher le plus possible la donnée des métiers. L'enjeu n'est plus de savoir comment stocker, mais comment garantir la confiance et créer la valeur par des usages industriels. Ces trophées de l'innovation et du data management, ce soir, ne récompenseront pas de simples implémentations techniques, ils vont célébrer le pragmatisme, l'intelligence et l'audace. Ils vont mettre en lumière ceux qui ont su casser les silos, qui ont réussi à aligner gouvernance et agilité et qui ont démontré que le data management est le véritable levier de la performance durable. Place à l'excellence et bonne soirée à tous. Alors, nous allons continuer par les rétrospectives de l'année. Donc, euh, je voulais d'abord très rapidement vous présenter notre conseil d'administration qui sont parmi nous. Alors, certains ne sont pas parmi nous. Hein, euh, on va commencer par ceux qui sont parmi nous. Donc, Vincent Torette, hein, vous l'avez tous repéré. Isabelle va arriver. Guylaine Chartrand est à distance, est avec nous. Fanny Villemain s'est excusée de son absence. Marcel Lee, peut-être le connaissez-vous tous. Doua Ferry œuvre sur tous les services aux membres et elle est peut-être pas là, non, elle n'est pas encore là. Et puis Élise Van Gastel, qui ne la connaît pas. Voilà. Alors, et Gilles, pardon, et Gilles, désolé. Voilà. Voilà.
Et Gilles Fiollet, qui s'occupe d'une dimension importante de l'association, c'est-à-dire d'animer les relais régionaux. Et il va vous en parler tout à l'heure. Pardon, il n'est pas sur le slide. Alors, OK. Alors, quelques éléments, je vais être très rapide sur les chiffres. Donc, j'ai fait une statistique de nos adhésions. Voilà un peu la partie adhésion individuelle. On a des adhésions importantes d'entreprises, c'est toute la partie verte. Et les adhésions entreprises via le club CDO, c'est toute la partie bleue. On voit l'implication, l'engagement des entreprises derrière, envers le data management et envers notre association. Là, je vais laisser la parole à Marcel, qui spécifiquement anime le club CDO. Il est marrant le micro. Ça fait pas micro. Un mot sur le club CDO. Alors, le club CDO, il a 11 ans. 11 ans, ouais, je crois, quelque chose comme ça. 10 ans ou 11 ans, je ne sais plus. Mais en gros, quand on regarde le nombre de sessions, je ne sais même plus, à 48e session pour le club CDO. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur le club CDO national? Parce que maintenant, on a plusieurs clubs CDO, puisqu'on a aussi une animation en région. C'est que c'est toujours un franc succès. Je pense, Vincent, tu peux témoigner, hein. Tu es d'accord? Oui. Voilà. Donc, pour rappel, le club CDO rassemble la fonction CDO ou la fonction data gouvernance au plus haut niveau dans l'entreprise. Et c'est un club où les gens échangent sur les problématiques, les solutions, de manière assez concrète et transparente aussi, sur les différents sujets. Nous, notre rôle, c'est d'animer cette communauté qui comporte à peu près, je crois, une quarantaine d'entreprises différentes aujourd'hui. Et typiquement, c'est ça, 40? Ça tourne, mais il y a Ça 40. tourne, ouais, c'est ça, il y a 40 personnes et chaque session va rassembler à peu près 35 personnes. En général, c'est ça la moyenne. Et on a différentes thématiques. À chaque fois, on prépare la thématique et après, on échange dessus. Là, les thématiques d'actualité et qui sont choisies par les adhérents du club CDO, hein, c'est pas nous qui choisissons. C'était beaucoup la qualité des données. Alors là, c'est un must, hein, parce qu'en fait, c'est pas la première fois qu'on le fait. Donc, c'est bien la preuve que, que ça reste un sujet d'actualité. La productisation des données, donc les data products et aussi les marketplaces. Je pense que c'est aussi un gros sujet, un point d'attention. Alors, on a appelé ça Data Catalog 2.0. Pourquoi 2.0? Parce que il y a les data catalogues, il y a aussi l'évolution qu'on voit sur les data catalogues et aussi les initiatives qu'ont fait certaines entreprises autour ou en plus des data catalogues, notamment avec l'IA générative. Donc, on a aussi beaucoup parlé de ces sujets-là. Sujet numéro 4, aussi d'actualité, évidemment, avec l'IA générative, c'est les données non structurées. Donc, première session là-dessus sur le club CDO. Il y a déjà des choses, mais je pense que l'an prochain, je suis sûr que ça va revenir sur la table. Et ensuite, un mot sur, c'était une thématique plutôt sur la gouvernance des données, l'évolution des équipes centrales sur la gouvernance des données et les modes de fédération qu'on peut avoir et comment ça a évolué. Et dernier sujet qui est un peu en lien aussi avec la qualité et l'observabilité, c'est les data contracts. Donc on a abordé ce sujet très rapidement, on verra après parce qu'il y a beaucoup de questionnements, beaucoup de challenges aussi à résoudre et c'est assez émergent. Toutes les entreprises ne le mettent pas encore en place, donc c'est certainement une thématique d'avenir. Voilà, je ne sais pas si tu veux ajouter un mot. Bonjour à tous. Oui, du coup, si je peux ajouter un mot à propos de ces thématiques, je trouve que ça illustre bien à la fois les questions que les Head of Data Governance, CDO se posent. Et je continue de faire la promotion, hein, de toute façon, du club CDO. C'est vraiment l'occasion de partager en toute transparence les problématiques. Et pour le coup, on a commencé il y a maintenant 1 an ou 2 à partager aussi des synthèses sur LinkedIn pour promouvoir aussi ce qui se dit et apporter un autre son de cloche en public sur
la réalité de la gouvernance, enfin de la qualité, de la gouvernance des data catalogues, c'est bien au-delà que juste l'IA générative à toutes les sauces, avec des apports de valeur parfois un petit peu exagérés. Merci Vincent. Et surtout merci pour toutes les synthèses et les préparations qu'il fait. C'est quand même c'est du travail, hein. On va passer à la suite. Ok. Je te redonne la main. Alors, Alors, une autre activité qu'on propose à nos membres, il s'agit des masterclass. Donc, les masterclass, c'est une occasion d'échanger. Alors, il y a un certain nombre de gens qui participent, qui contribuent aux masterclass, qui sont ici. Il s'agit d'échanger sur la base de cas d'entreprise qui sont imaginaires, mais qui permettent aux participants de partager leurs expériences et peut-être de temps en temps de mieux connaître certains sujets ou de connaître d'une façon différente des sujets qui se sont peut-être présentés à eux. Alors, je ne vais pas faire le détail. Là, je vous ai affiché les six masterclass et les sujets qui ont été traités par les participants. Voilà, c'est assez divers. Et tout ça concerne la data, le data management. Et vous avez compris que au-delà de la gouvernance, il faut bien sûr gouverner la data, mais le data management, c'est aussi la dimension opérationnelle. Il faut gouverner, encadrer ce qu'on fait, mais il faut aussi le faire. Et c'est un des aspects aussi que couvre le data management. On a aussi démarré cette année de nouvelles activités, un groupe de travail sur la data quality qui a beaucoup de succès, hein, parce qu'il y a beaucoup de participants. Et donc là, un des animateurs est là, Benoît Village. Merci d'être là et merci de contribuer à l'animation de ce groupe. Et donc là, de la même façon, je ne vais pas détailler toutes les thématiques, je les ai affichées, vous pouvez les lire. Et donc, c'est le sujet. Alors, comme il y a pas mal de participants, on a pu prendre le sujet d'une façon un peu large. Et donc, voilà, on espère produire d'ici un an un livre blanc qui soit à la fois qui couvre tous ces sujets de façon synthétique avec des retours d'expérience, hein, puisqu'on n'est pas là pour faire de la théorie, on est là pour partager de l'expérience. Une autre activité qui a démarré, c'est le club des CDO, des bailleurs sociaux. Donc ces personnes-là ont des problèmes spécifiques s'agissant de la donnée. Et donc, on souhaitait se réunir et travailler ensemble pour partager leur expérience et identifier les meilleures pratiques qu'on pouvait appliquer à leur cas spécifique. Et puis, on a aussi, alors c'est la continuité d'une activité qu'on avait l'année dernière. On a produit, et puis un des designers de cette fresque ici parmi nous, hein, c'est Jérôme Guigné, je peux dire. Et donc, on a fait une fresque de la data quality. Et donc, on a aidé les entreprises, un certain nombre d'entreprises qui sont portées candidates à maîtriser, à internaliser cette fresque, à pouvoir eux-mêmes, via des formations de formateurs, pouvoir produire eux-mêmes ces ateliers d'animation de fresques. Et puis on s'est aperçu que pas toutes les entreprises avaient cette capacité. Donc là, on va se mettre en configuration pour pouvoir nous-mêmes, à la demande des entreprises, animer leurs ateliers internes. Ensuite, voilà, je vais laisser la parole à Gilles qui va vous dire des choses sur ces relais régionaux. Merci Jérôme. Bonsoir à tous. Donc moi je suis effectivement membre du conseil d'administration de Dama France et j'ai en charge de l'animation des régions. On a lancé deux clubs CDO en région. Le premier que j'anime directement depuis maintenant depuis 3 ans
à Lille, on a 13 entreprises à peu près, ça dépend des moments, mais en gros, c'est voilà, entre 10 et 15 entreprises qui viennent s'enrichir. On a un mode de fonctionnement un peu différent du Club CDO Paris parce que les membres sont ont plutôt envie de partager sur leurs problématiques qu'ils vivent au quotidien. On n'a pas aujourd'hui une thématique qu'on traite en particulier, même si de toute façon on retrouve les mêmes sujets de qualité de données, de liens avec l'IA générative ou la culturation qui est aussi un gros sujet qu'on aborde souvent. Et cette année, on a lancé avec Sylvain Sellerier qui ne pouvait pas être là ce soir, on a lancé un club, le club aussi CDO dans l'Est. Donc lui, il couvre Strasbourg à Lyon parce qu'il a des entreprises qui sont à Strasbourg et des entreprises qui sont à Lyon et entre les deux. Donc il fait le grand écart de l'Est. Donc il a déjà 8 entreprises qui sont là quasiment tout le temps, à chaque fois. De secteurs différents. Évidemment, la pharma, puisque à Lyon, c'est pas mal de pharma, mais il a aussi la mairie de Lyon, il a une boîte de l'industrie à Strasbourg, donc c'est plutôt riche. Et il a lancé un premier groupe de travail sur l'acculturation. Lui, c'est un sujet que les entreprises ont voulu mener. Les membres des deux clubs vont aussi essayer d'interagir avec, soit entre eux, soit avec le Club CDO Paris. Je sais que dans le groupe de travail de Data Quality, il y a un membre de mon Club CDO lillois. Et puis, les prospectives qu'on pourrait se donner sur les prochaines années, c'est d'aller aussi chercher d'autres territoires. Le territoire de l'Ouest est un territoire où il y a beaucoup, beaucoup de sujets, notamment dans l'industrie agroalimentaire, de personnes qui sont aussi en charge de la gouvernance et qui ont besoin de se réunir. Mais on pourrait aussi imaginer plutôt sur le Sud. Voilà pour les régions. Alors, un mot sur les perspectives. Donc, qu'est-ce qui va arriver? De toute façon, l'association, c'est vous, hein. Parce qu'en fait, nous, on est là pour essayer d'impulser, pour animer les initiatives, mais véritablement, c'est vous qui pouvez amener vraiment la force vive pour faire vivre cette association. C'est les membres, c'est les adhérents de l'association. Quelques idées quand même qu'on a vues à travers évidemment les différentes initiatives qu'on a eues, Club CDO, les masterclass, etc. Groupe de travail, on pense que il y a une dynamique à étendre sur les groupes de travail, et notamment à la session qu'on a eue sur le Club CDO national sur les data contracts. Il y a eu quand même pas mal, je crois que 7-8 entreprises se sont prononcées pour dire on est plutôt partant pour lancer un groupe de travail sur les data contracts. Donc certainement qu'on va le lancer au premier trimestre. Donc on va faire un appel à candidature, enfin, c'est le classique. Étude de lancement d'un autre groupe de travail, certainement, puisque on a déjà qualité et il y aura les data contracts. C'est possible qu'on en lance un troisième, sachant qu'il faudra aussi des personnes, des forces vives pour faire vivre et aboutir, puisque c'est un groupe de travail, au livrable. Ça peut être sur des thématiques data, ça peut être par exemple marketplace, ça peut être sur les nouveaux modes de catalogage, etc. Ça peut être voilà. Et, où, on verra, focus sectoriel. On a vu, il y a le club des bailleurs sociaux. Moi, je trouve que c'est une initiative plutôt intéressante. Je me rappelle qu'à l'époque, il y a quelques années de ça, il y avait une discussion entre les banques, je crois que c'était les banques, qui se sont dit, est-ce qu'on ne devrait pas faire un petit groupe de travail plutôt juste pour des problématiques réglementaires particulières entre les CDO de banques. Voilà, donc ça aussi, c'est des idées qu'on peut amener et qu'on peut faire vivre. Un dernier mot sur la fresque Data Quality. La fresque Data Quality a rencontré un certain succès, mais enfin, ce qu'on voit, il y a deux choses qu'on voit, c'est que il y a parfois des demandes de customisation, d'extension, des choses comme ça. Et aujourd'hui, l'association n'est pas réellement organisée
en mode product management. Pas vraiment. Donc certainement qu'on va mettre en place un dispositif dédié pour gérer la fresque comme un produit avec des évolutions dessus. Donc c'est certainement ça qui va arriver. Et la deuxième chose potentiellement, c'est que on pourrait avoir des fresques sur d'autres sujets, pas que la data quality. Et là aussi, à vous d'amener les idées. Nous, on est preneurs et on est là pour impulser ensuite. Et dernier sujet, mais Jérôme, tu l'as dit, c'est que il y a beaucoup de demandes aussi pour juste assister à une session de fresque data quality, d'y participer. Et aujourd'hui, on n'a pas de dispositif pour faire ça. Donc, on va mettre ça en place pour que Dama France, de manière autonome, puisse faire venir, c'est comme des vacataires en fait, voilà, c'est ça, puisse faire venir des personnes pour animer la fresque envers différentes personnes, et donc bien sûr les membres. Voilà sur les perspectives. Merci Marcel. Alors, je pense que là, on va commencer à rentrer. Est-ce que tu veux présenter les règles? Emeline, mets-toi devant, Emeline, mets-toi devant. Tu veux présenter les règles et... Oui, bonsoir tout le monde. Alors, c'est la seconde année consécutive que l'on va faire les trophées. Je suis Oui. désolé, c'est ma faute. Il y a l'interview d'abord. Donc, reste là, c'est à toi. C'est tout, voilà. Eric, je t'en prie. Alors, je vais remettre, je vais vous donner chacun un micro. Oui. Je pense qu'il est directement branché. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Comme l'année précédente, on avait initié cette interview avec une personne de premier plan de différentes entreprises. L'année dernière, on a eu Thomas Courtois, de président de Nickel. Cette année, nous avons le plaisir de recevoir Eric Buffet, CIO d'Orano, donc Chief Information Officer. Bonsoir, merci Eric d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous. Un plaisir. Très bien. On va démarrer par une première question, Eric. En tant que CIO d'Orano, donc entreprise du nucléaire de premier plan, quels sont tes enjeux data? Alors, je vais commencer par un petit mot sur Orano, au cas où certains ne connaissent pas. Orano, c'est l'émanation de l'ex-Areva. Hein, donc, Areva s'est séparé en deux. D'un côté Orano, d'un côté Framatome. Donc, actuellement, Orano, c'est 18 000 personnes. C'est des activités autour du cycle de l'uranium, hein, donc de l'extraction minière, à son enrichissement et puis à son retraitement. Donc, vous connaissez peut-être quelques-uns de nos sites emblématiques, hein, en particulier le site de Lague, dans le Nord-Cotentin, où on fait du retraitement de combustible suite à leur passage en centrale nucléaire, ou le site du Tricastin, hein, où on fait de la conversion et de l'enrichissement d'uranium. Orano, c'est de nombreux métiers. Hein, on fait de la mine, on fait de la chimie, on fait de l'ingénierie, on fait du transport, de la logistique. Hein, et donc, c'est un peu mon cauchemar de tous les jours. Et à la fois, c'est un terrain de jeu formidable. Orano, c'est un patrimoine de documents infini. Quand je dis infini, on en trouve tous les jours. Hein, et donc, on arrive, on serveur de fichiers dans un site industriel. Immédiatement, c'est 20 millions de documents. Mais c'est également énormément de données. Quand j'arrive sur le périmètre de l'enrichissement, on est en train de déployer une nouvelle usine d'enrichissement qui change de technologie. On est passé à la centrifugation, donc très, très intéressant pour enrichir de l'uranium, hein, qui est une technologie extrêmement sensible. Si vous suivez les dossiers avec l'Iran, ben, c'est ces dossiers-là dont on parle. Et on met en place à l'époque un outil de data historian, très classique dans le monde industriel. Hein. Et puis on arrive et on dit à l'éditeur, ben, on veut 2 millions de tags. Et là, il me regarde, il fait, ah bon, mais j'ai jamais vu ça.
Alors, sans doute que depuis, on a peut-être des confrères qui ont fait ce genre d'installation, mais on collecte énormément de données, hein, dans une vision ingénieur procédé pour optimiser au maximum nos procédés en génie chimique et autour de tous ces éléments. Et puis, on construit des usines. Et de la modélisation 3D, on en fait partout aussi. On oublie parce que c'est vrai que au gré des événements et du cycle du nucléaire, hein, le nucléaire était une industrie extrêmement innovante. De l'industrie nucléaire naît beaucoup de sujets autour du calcul scientifique, de la simulation, et la simulation, c'est de la donnée. Mais aussi une extension de la modélisation 3D. Voilà. Et donc, un des enjeux qu'on a, c'est de retrouver cet esprit et de poursuivre dans cet esprit d'innovation avec de la donnée, avec des usines qui ont 30 ans, des usines qui ont 15 et des usines qu'on va construire. Parce que, actuellement, on est en plein lancement d'un grand projet qui est la reconstruction d'usines pour fermer le cycle du nucléaire. Donc, je vous parlais du site de La Hague. Et donc, on construit des usines qui vont rentrer en service en 2035, en 2040 et au-delà de 2045. Durée de vie de ces usines-là, 80 ans. Donc là, actuellement, on a des équipes d'ingénierie qui travaillent à concevoir les usines. Ils vont démarrer en 2040. Si ça, on ne fait pas data by design, c'est qu'on n'est pas passé par de la France. Bon, et donc, un de nos challenges, c'est de mettre la data au cœur du design de ces usines, au cœur de la conception. Donc, et on travaille au sein de la filière nucléaire avec un fer de lance qui s'appelle EDF, hein, qui est aussi en pleine construction de PR. Donc récemment, ils ont annoncé, et on est en partenariat avec eux, un data space, un data for nucléaire, qui va être le moyen de partager avec toute la supply chain les données qu'on a et qu'on va recevoir et qu'on va produire et qu'ils vont produire pour construire les usines de demain. Voilà, donc la data pour nous, c'est quelque chose qui est au cœur, hein, et qui est vraiment dans tous nos processus. Là, on commence à ouvrir des portes largement ouvertes, hein, mais on passe vraiment, nous, du document, hein, et on a un challenge autour de ça parce qu'on a un patrimoine documentaire extrêmement fort à la data, hein, et avec des usines qui seront entièrement data-centriques. Très bien. Et comme vous le disiez, avec ce patrimoine documentaire important et toute cette donnée aussi structurée, pour vous, la gouvernance de la donnée, est-ce donc un levier de performance, une opportunité? Alors, si on part sur les documents, hein, la gouvernance du document. Alors, chez nous, il arrive qu'on ait des documents d'un certain volume, hein, donc plusieurs mégas, et voire un peu plus, hein. Vous avez sans doute ça aussi dans toutes vos entreprises et dans tous les lieux que vous fréquentez. Puis on commence à compter sur nos serveurs de fichiers combien de versions de documents on a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, on n'a pas compté les boîtes mail, 12, 14, 19, le nombre de versions. Bon, et donc, cette vision-là de la version, de la qualité du document, on la projette dans la data. Et la gouvernance, c'est un sujet extrêmement fort chez nous parce qu'on a besoin de traçabilité descendante et montante, hein, pour la gestion de qualité produit. On a besoin de gérer en configuration, hein, puisque quand vous construisez une usine, un des challenges, hein, c'est quand vous branchez tous les tuyaux et que vous allez amener l'installation électrique, il faut que ça matche, hein, parce que sinon vous allez avoir des difficultés. Et donc la gouvernance de la donnée, c'est un point extrêmement fort. Par ailleurs, Orano est quand même un mode fédéral, hein, donc on a des business units, on a des sites industriels qui sont énormes, hein. La Hague, c'est 4000 employés. Alors là aussi, on voit des usines plus importantes, hein, mais 4000 employés pour un certain nombre qui produisent de la donnée.
Bon, et donc, il faut trouver à la fois de la gouvernance au niveau central et au niveau local pour animer tout ça, hein, et donner du sens, sachant qu'on vient également, nous, d'une culture d'ingénieurs de procédés, hein, où ils extrayaient des données directement des systèmes de production, ils les mettaient en qualité pour eux tout seuls, hein, ils faisaient leurs graphes, ils proposaient d'améliorer en baissant d'un demi-degré le procédé ou en mettant un tout petit peu plus de pression, et puis ils étaient les champions du monde. Et quand on parle maintenant de partager la donnée et de rendre cette donnée diffusable dans l'entreprise, c'est un vrai challenge. Voilà, donc c'est cette data gouvernance, on y travaille depuis un moment, et je pense qu'on n'a pas fini d'y travailler. Très bien. Du coup, j'ai noté ce côté data governance by design et ce mode fédéré chez Orano. Et pour toi, pour la suite, quels sont tes challenges et perspectives à venir? Alors nous, on était tranquillement en train de faire notre mutation document-centrique vers data-centrique, hein, au rythme du nucléaire, hein, comme je vous ai dit. Donc nous, carnet de commandes, plus de 8 ans de perspective. On construit des usines pour 2040. Bon, il y a des gens qui ne verront même pas les usines en fonctionnement. Donc, ça peut être un petit peu vertigineux. Voilà, donc on était dans cette dynamique-là avec de la valeur à trouver autour de toute cette data et de ce patrimoine informationnel. Et puis, on a pris de plein fouet, comme beaucoup, hein, l'IA générative. Chez Orano, on fait de l'IA depuis extrêmement longtemps, de l'IA traditionnelle, on va dire, du computer vision, hein. On a des caméras qui filment un certain nombre de nos activités de production. Et puis, cette IA générative-là, voilà, on l'a pris de plein fouet avec des enjeux. Moi, j'ai tendance à dire que Orano, dans 20% de ses process, est une entreprise particulière. Pour autant, dans 80% de ces processus, c'est une entreprise traditionnelle. Et donc, mettre en œuvre de l'IA générative, pour nous, c'est un vrai challenge, parce qu'il faut qu'on mélange souvent de la donnée telle que toute entreprise a, c'est-à-dire pas forcément des données qui ne sont pas sensibles, hein, de la propriété intellectuelle, des données financières, mais également des données qui sont réglementées. Alors, beaucoup d'entreprises le font également, hein, mais nous, ça peut être des données extrêmement sensibles. Voilà. Et donc, comment maintenant on allie de la data gouvernance, de la data quality, de la data structurée, avec de l'IA générative, où tous nos utilisateurs nous disent, alors, quand est-ce qu'on a tout ce qu'il faut? Et quand est-ce que vous nous fournissez tous les éléments pour valoriser cette data, pour ne pas mettre dans ChatGPT le modèle de la centrifugeuse qui intéresserait quelques pays amis ou non. Voilà. Et donc, on a ce challenge-là, hein, qu'on rencontre vraiment très facilement. L'autre challenge qu'on a, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est qu'il faut qu'on arrive à se projeter 2035-2040. Et à la vitesse à laquelle ça va actuellement, on ne se le cache pas, ce n'est pas possible. Il y a une accélération quand même énorme ces dernières années. On ne parlait pas d'IA agentique il y a quelques temps, maintenant tout le monde en parle, tout le monde en veut en faire. On parlait d'IAGène, mais pas au niveau d'accélération. Bon, et là, on parle d'IA, mais parce qu'on parle maintenant de data IA de façon coordonnée. Bon, le challenge, c'est demain, en 2035, en 2040, ça quelle tête? Parce qu'on est en train de concevoir des assets industriels qu'il va falloir mettre en 2035. Et ça, c'est un vrai challenge. Très bien. Donc, j'ai noté tes 3 points. Cette mutation du document centrique vers le data centrique. Ton deuxième point avec l'IA, donc l'IA qu'on qualifierait peut-être de classique, qui passe à l'IA générative, voire IA agentique. Et ton troisième challenge, donc comment assembler tout ça. Merci en tout cas beaucoup, Merci Eric. à vous, et puis au plaisir d'échanger sur toutes ces thématiques. Merci.
Tu veux que je parle des trophées peut-être? Bon, super. Maintenant, on va passer donc au moment des trophées de l'innovation en data management. Cette année, nous avons 3 entreprises en compétition. AXA France, Covea et SNCF. Donc, chaque équipe a 10 minutes pour pitcher devant vous. Et puis, il y aura donc le vote du jury. Donc, il y a les 4 jurys avec Éric Buffet en président du jury et trois personnes donc, du jury, donc 2 du board d'Ama, Isabelle Vatio, Vincent Torette et bien entendu la CDO de Heineken. Donc, 4 personnes, Emeline Fabre, qui vont donc délibérer pour donc, prendre leurs décisions. Sachez que les membres du jury ont pris connaissance aussi des dossiers de candidature. Et il y aura également un vote du public qui va s'effectuer donc via l'application WooClap. Voilà. On va tirer au sort le passage. Donc, qui est la main innocente? Allez, allez. Le président du jury, non? Une vraie main innocente. D'accord. Allez. Que tout le monde constate que vous avez une main innocente. Absolument. Voilà. Je suis la main innocente. Voilà. Alors, le premier à passer. Être colasse. Voilà. Alors, le premier à passer, ce sera Covea. Voilà. Le deuxième. Deuxième. Le deuxième, ce sera la SNCF. Voilà. Et donc, le troisième, ce sera AXA. Voilà. Très bien. On vérifie. Ok, merci beaucoup. Super. Allez. Ok. Donc, Covea. Oui. Alors, vous pouvez zapper et faire passer les slides. Ça marche. Ok. Du coup, il nous faut 2 micros. Alors, deux micros, je fais un deuxième micro. Ok. Voilà. Micro. Et donc, Le deuxième micro va être par là-bas. voilà pour accélérer ceci. Non, mais c'est l'effet démo. Si, ça arrive. Non, non. Il y a un petit effet. Il y a un petit effet. Oui, oui. Il y a un effet suspense. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Christine Dahl. Bonjour, je suis Tony Couronne. Voilà, nous sommes tous les deux data managers au sein de l'équipe data management du Data Office Covea, chargé de la gouvernance des données. Bref, on est de la data. Mais avant tout, Tony, quelques mots sur Covea. Oui, Christine. Donc, Covea, c'est un grand groupe mutualiste représenté par 3 grandes marques connues, MMA, MAF, GMF. C'est également aussi un réassureur, Partner Ré. En quelques chiffres, c'est 25 000 collaborateurs, plus de 11 millions de sociétaires, premier assureur en France sur l'assurance de biens et de responsabilité. Bon, bref, on est un assureur. Et pour le data management, comment ça se passe?
Donc, le data management, comme beaucoup, on s'est inspiré du DMBOK, bien sûr. On l'a décliné en 7 grands axes qui répondaient aux enjeux de Covea. Donc là, on parle de documentation, modélisation. Mais bon, bref, là, on est là pour parler qualité. Et la qualité, Christine? Ben, gérer la qualité des données, pour nous, c'est indispensable. C'est gérer la qualité de notre patrimoine de données, c'est donner confiance aux utilisateurs sur les données. Ça nous permet de répondre à 2 enjeux majeurs pour Covea. Assurer et protéger nos clients et sociétaires, ce qui est dans notre ADN d'assureur mutualiste, et c'est aider nos métiers à mieux servir nos clients et sociétaires, et tendre également vers l'excellence opérationnelle. Bref, la qualité des données, c'est clé, c'est prioritaire, c'est indispensable pour notre développement. Donc, comment on abordait la qualité? Chez Covea, la qualité, c'est dès le début du projet. Donc, du quality by design. Derrière, on a mis en place des process, des kits qualité, et puis derrière, une opérationnalisation du pilotage. Bref, on a initié une démarche. Christine, parle-nous donc de ce kit qualité. Alors, le kit de qualité, c'est plusieurs temps. Des temps clés, déjà on a identifié dans les projets les problématiques qualité qui pouvaient se poser. C'est centré sur les besoins métiers et c'est également très pragmatique. La première étape, c'est la réalisation d'un kit simplifié au travers d'une dizaine de questions qui permettent de cerner les premiers besoins de qualité. Ça permet comme exemple, ça peut être se poser des questions sur la présence de certaines données éthiques, des données réglementaires, l'interdépendance du projet que l'on traite avec d'autres projets, les besoins réglementaires que l'on peut avoir à instruire, et puis également, quand on est sur des projets qui sont des renouvellements, les irritants, aussi la prise en compte des irritants. Concrètement, premier diagnostic, premier calibrage, également de l'effort à faire sur la qualité des données et également parfois du budget à y accorder. Et donc, on parle d'un kit complet aussi, c'est quoi? Alors, le kit complet, une fois qu'on a identifié tous ces besoins qualité, c'est qu'on rentre dans une approche très pratique. On réunit les différents métiers qui travaillent sur ce projet pour définir avec eux les usages qu'ils vont faire de ces données. Et on s'appuie sur les cartographies de flux de données, on appuie sur les données qu'ils utilisent ou qu'ils vont utiliser. Ça, c'est le premier temps. Deuxième temps, sur les usages qui ont été identifiés, on définit les données prioritaires sur lesquelles on doit avoir une vigilance. Et on essaie également de définir l'objectif que l'on a sur ces données et de déterminer les enjeux et les impacts et les risques de la non-qualité. Ça permet d'identifier à la fin de ce travail-là les données sur lesquelles on va appuyer nos contrôles qualité. Troisième phase, on définit concrètement les contrôles qualité. On fixe les objectifs, on fixe les critères que l'on veut suivre, la complétude, l'exactitude, mais également, par exemple, le chargement des flux que l'on veut avoir. Et on rentre dans une phase très opérationnelle où on définit la fréquence, la définition précise et le mode de calcul, et également le niveau d'exigence sur la qualité que l'on veut avoir. On va même parfois jusqu'à l'écriture de la requête qui va rentrer dans les outils. Donc concrètement, à cette phase-là, on a défini tous les contrôles qui sont à mettre en œuvre dans le cadre du projet. On rentre après dans une phase d'implémentation et de développement pour finir sur une phase de pilotage. Dès le démarrage du projet, le principe est que les indicateurs de suivi, de contrôle qui ont été définis sont mesurés, suivis et font l'objet, donc, puisqu'ils ont été développés, on a également développé un outil interne de métrique qualité qui permet aux métiers de développer également directement leurs métriques. On intègre donc ce suivi-là, on identifie et on a mis en place également des alertes si le niveau de qualité n'est pas respecté. Et puis, bien entendu, on a anticipé les actions à mener dans le cas de problèmes de qualité. Bref, on a tracé le chemin de la qualité pour les métiers. Tu aurais quelques exemples? Alors, j'ai quelques exemples. Surtout, on a mis en place une mécanique de suivi très fine sur toutes les données d'identité client, puisque c'est aussi des exigences au niveau de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Donc, c'est des aspects comme ça. Également sur tous les flux de données
qui ont des chargements quotidiens. Donc voilà, c'est quelques exemples qui sont voilà, on a aujourd'hui plus d'une trentaine de projets cette année qui ont intégré cette kit qualité, donc on a de nombreux exemples. Bref, on a tracé la route de la qualité. Tout à fait. Voilà. Déjà, alors concrètement, des résultats. Donc, je vous ai parlé des projets, mais on a des résultats très pratiques. Donc, quelques chiffres. C'est déjà aujourd'hui plus de 1500 contrôles qui ont été mis en place sur les 2 dernières années, avec une forte évolution et une vraie accélération depuis ces 2 dernières années. Ça se traduit aussi derrière par des tableaux de bord pour piloter, suivre, ajuster. Bref, on a du concret et on a des clients satisfaits. Et globalement, on s'inscrit dans le cercle vertueux de la data qualité, avec aujourd'hui. Donc tout d'abord, aujourd'hui, une vraie adoption de la démarche. Elle est inscrite dans notre méthodologie projet. On applique et on déploie donc ces différents process, ces clés de qualité, et on les met en œuvre. Bref, on devient un réflexe. Les projets, notamment les projets stratégiques de Covea, intègrent cette dimension qualité donnée et nous permettent une ouverture vers d'autres perspectives, y compris par exemple l'intelligence artificielle, et fait grandir également notre patrimoine en qualité. Bref, on répond aux enjeux Covea. Et on répond aux enjeux Covea, tout à fait. Et pour finir, on pilote, on analyse, on ajuste, on corrige. Bref, on est dans l'amélioration continue. Et pour conclure, bref, on assure. On assure. Bravo, en plus dans les temps. Félicitations. Voilà. Alors, ensuite, c'est SNCF. Alors, ok. Non, c'est pas ça. Là, on est plus avec ça. Alors, je vais ouvrir. Pardon, je vais ouvrir. Je peux pas. Top share. On va ouvrir. C'est ouvert en vérité. Pim pam poum. C'est ça. On va ouvrir ça. Ah, génial. Faut partager. Oui, c'est partagé. Ouais. On nous entend. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Audrey Ravenot. Donc, je suis CDO SNCF Matériel, donc domaine industriel. Voilà. On s'occupe essentiellement de toute l'ingénierie, la supply chain, et puis les remises, les rénovations de trains, de la maintenance qui soit légère ou des grosses maintenances de remise en état. Voilà, je passe là. Aurélie Le Goec, je fais partie de l'équipe du Data Office et je m'occupe principalement de l'animation du réseau des responsables de données et de toute la partie connaissance des données. Voilà, donc on a choisi aujourd'hui de vous parler essentiellement de la partie plutôt plateforme et puis comment on a développé et déployé tout le data management autour de ça. L'histoire commence dans un technicentre avant 2020. Alors un technicentre, c'est l'endroit où on entretient et on répare les trains. Il y en a 25 en France pour entretenir les 15 000 trains qui circulent sur le réseau. Imaginez-vous, on est lundi matin, les portes s'ouvrent, les équipes arrivent, et là, immédiatement, les questions fusent. On est où sur ce train? On a les pièces là pour l'intervention qui est prévue. Pourquoi le système est encore en anomalie? On tient le plan de charge de la semaine. Bon, c'est rien d'extraordinaire, c'est le quotidien, mais derrière ces questions, c'est toujours le même besoin. Besoin de données fiables, au bon moment pour prendre une décision. Le problème, c'est que toutes ces données, elles existent, mais elles sont bien souvent disséminées, tardives, incomplètes, et puis très compliquées à exploiter. Et tout ça, ça coûte du temps, de l'énergie et de la performance.
Alors, vous vous doutez bien, SNCF Matériel possède des millions de données, même des milliards de données. C'est un vrai trésor qui est un peu disséminé un peu partout, dans des bases de données locales. Voilà. Et donc, on arrive avec une situation où les opérations de maintenance, les capteurs des trains, les historiques de maintenance, la supply chain, la qualité, toutes ces données-là, en fait, elles communiquent pas bien et on a des difficultés à pouvoir les manager et à en faire et en extraire l'intérêt et en faire des services, des produits qui sont intéressants pour l'entreprise. Donc c'est un trésor qui est globalement mal rangé, voilà, qui est éparpillé dans des coffres qui sont différents, difficiles d'accès, pas outillés. Comme si on avait un peu une mine d'or, mais qu'on n'a pas les outils pour pouvoir s'en servir. Donc on a dans une organisation industrielle comme la nôtre, qui est voilà, qui fait référence et qui a des exigences opérationnelles qui sont énormes. Voilà, vous connaissez l'exigence client qu'on a in fine. On se devait d'être voilà, d'avoir mettre en place quelque chose qui soit opérationnel et qui serve la performance. Alors un jour, voilà, le 21 octobre 2020, très exactement, on passe en comité d'engagement pour expliquer en fait ce qu'est un data management sur la base bien évidemment du DAMA. Forcément, on fait acter qu'on qu'on engage financièrement l'entreprise sur 5 ans avec un projet de transformation majeur. On met en place notamment, parce que voilà, on se centre là sur cette présentation vraiment sur la plateforme, on se centre sur une plateforme qui va centraliser l'ensemble des besoins avec une data gouvernance associée, à la fois donc fédérée, parce qu'on organise un data office central avec énormément en fait de ressources. Hein. On n'a plus, enfin, on reviendra, mais on a plus de 300 ressources au sein du matériel qui sont vraiment, qui ont des missions data, voilà, et qui œuvrent tous les jours sur la data. Et du coup, on décide de créer un lieu unique, de mettre en place tous ces rôles avec des réseaux métiers. Voilà, on mobilise différents acteurs. Et donc, le Data Office est né à ce moment-là, réellement. On a un endroit qui va rassembler, qui va permettre de nettoyer, de faire parler, de synchroniser l'ensemble des données et de délivrer des produits. Et ça, c'était nos objectifs. Globalement, c'est une infrastructure qui permet d'avoir un réseau ferroviaire de la donnée, on va dire, où la donnée, elle va être fiable, où elle va être sécurisée, où elle va être fluide et elle va être capable d'emmener en fait rapidement de la donnée là où ça va être utile. C'est aussi des outils de traitement de données et puis c'est un accompagnement aussi à l'utilisation de cette plateforme parce que comme je disais, on a un réseau d'utilisateurs qui est énorme aujourd'hui, 300 ressources. Donc on travaille à toute l'alimentation d'un socle, un espace exploratoire de la donnée qui s'appelle le Data Lab avec un certain nombre d'outils qu'on accompagne en usage avec des domaines qui sont déployés, des product owners, des data owners, qui alimentent tout ça. Et puis, une industrialisation de nos services quand on a besoin de haut niveau de service pour de l'opérationnel quand on a des suivis spécifiques. Et puis, on a un décisionnel aujourd'hui qui existe, mais on est en train aussi de transformer notre décisionnel pour qu'il il bascule dans une plateforme et que tous ces produits soient disponibles dans un seul et même endroit à des coûts qui sont acceptables pour tous les clients. C'est le moment où la donnée devient un levier industriel. Alors au début, on démarre simple. Hein. Alors un centre d'ingénierie TGV, une équipe avec un cas d'usage sur l'amélioration de la sécurité ferroviaire, notamment sur des équipements de sécurité à bord. Pendant des années, on attendait l'incident pour agir. Avec la plateforme, l'équipe reçoit une alerte prédictive. Le contrôleur de vitesse donne des signes de faiblesse. Il y a des signaux faibles qui disent qu'il y a de l'usure anormale. Résultat, une intervention qui est anticipée, pas d'immobilisation imprévue de la rame et un train disponible pour la production pour 5 millions de voyageurs par jour. Alors l'équipe prend même le temps de data cataloguer. Ouais, ouais.
pour que les traitements ils puissent être connus des utilisateurs potentiels, hein. Et puis, les premiers acteurs entrent dans le réseau du Data Office, effectivement, et puis la donnée se transforme en vraie performance. Deuxième cas, avant la plateforme data, un technicentre, il fallait croiser pour le pilotage opérationnel de l'atelier au moins 6 fichiers issus de systèmes transactionnels, appuyer sur le bouton, attendre 2 jours et prier pour que ce soit juste. Aujourd'hui, avec la plateforme data, le responsable d'atelier regarde son écran et voit le plan de charge du jour, les délais réels, les goulots à venir, les absences, les stocks disponibles. On a l'état des lieux et on a aussi la prédiction de ce qui va se passer. Et ça permet de prendre de bonnes décisions en quelques secondes. L'ingénieur fiabilité. Avant, On va squeezer le troisième. qu'est-ce qu'il y a? On squeeze le troisième. On squeeze le troisième, très bien. Avant, pour analyser une série de codes défauts ou d'incidents, c'était des heures de recherche. Plein de systèmes, des demandes d'accès à des bases, des données hétérogènes, des hypothèses fragiles. Maintenant, en 5 minutes, on sort tous les codes défauts de tous les capteurs, de tous les véhicules concernés. Comme c'est rapide, il est même possible de lancer une analyse avec d'autres hypothèses. C'est des décisions plus rapides, plus fiables et de retour terrain toujours plus pertinents. Ça évite même d'aller faire des essais en ligne. Ça coûte cher et ça prend du temps. À ce moment-là, l'organisation réalise que la plateforme n'est pas un outil informatique, c'est en effet un accélérateur. Plus de disponibilité du matériel roulant, grâce à la maintenance prédictive et à une meilleure planification. Des technicentres plus efficaces, qui passent moins de temps à chercher l'information et plus à produire. Et des décisions plus sûres, parce que basées sur des données fiables, gouvernées, de confiance. Voilà, une transformation culturelle avec l'ensemble des dispositifs, un socle pour l'avenir sur lequel on peut maintenant se baser. La plateforme n'est plus le dernier wagon de la transformation, c'est la locomotive. Pendant ce temps-là, le réseau d'acteurs contribuant à la gouvernance des données s'étoffe. Des responsables de données et de filières qui nous animent, enfin qui nous appuient dans toute la gouvernance, des référents sécurité-conformité, parce qu'on a plein d'obligations réglementaires dans l'entreprise, des référents valorisation pour nous aider à tout l'usage de cette plateforme avec l'ensemble de nos contributeurs, et puis des référents éthiques IA, puisqu'on a cette casquette-là aussi au sein de notre Data Office. Et c'est là que tout change. Quand les équipes terrain, les experts, les managers, les ingénieurs et l'IT comprennent que c'est plus une succession de projets et qu'on construit ensemble une infrastructure qui va durer pour soutenir des dizaines de cas d'usage et transformer la manière dont SNCF Matériel agit au quotidien. Voilà, pour résumer, je ne sais pas combien de temps il nous reste. Allez, donc la plateforme data globalement et la gouvernance, c'est une histoire assez simple, hein. On met toutes les données qu'on a, on les rend utilisables, mutualisables, disponibles. On en fait des produits à de grandes valeurs. On fait monter des responsables de données sur leur périmètre, on les accompagne, on met au service, et ensuite on met au service des hommes et des femmes qui font rouler des trains, pardon, les espaces d'industrialisation et l'utilisation des données. Donc globalement, SNCF Matériel ne se contente pas d'améliorer son efficacité, elle devient l'entreprise plus réactive, plus fiable, plus performante, grâce à l'application des bonnes pratiques du data management. Ouais. Alors, je crois que c'est celle-là. C'est celle-là. Voilà. C'est pas le début, ça. C'est pas le début, ça. Ok, on va remettre au début. Voilà. Super. Et ça peut faire. Voilà. Je peux me servir des flèches? Oui, tout ça, si tu veux. Non, je mets le papier dans mon dos. D'accord. Non, mais ça, c'est pour. Oui, pour ça. Voilà. Ah oui, parce qu'il y a un micro qui ne marche pas bien. Oui. Est-ce que celui-ci, ça passe bien? Ouais. Pas d'écho? On est bon?
Alors, bonsoir à tous. Donc, Sonia Gargoubi, je suis Data Programme Manager chez AXA France au sein du Data IA Office. Alors, je vais vous parler d'AXA France. Alors, AXA France, c'est 32 000 personnes qui travaillent aujourd'hui pour AXA. C'est 7,8 millions de clients particuliers et un très grand réseau de distribution, 18 000 agents, collaborateurs et conseillers salariés exclusifs. Je t'en prie. 2 minutes en moins. Non, 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 non. 2 minutes en plus. Alors, fin 2023, la qualité de la donnée paraissait lointaine, presque abstraite, et c'était surtout un sujet qui concernait les équipes data. Pourtant, pour un assureur, la qualité des données est critique. Donc, j'aimerais vous présenter les 4 leviers qui ont permis de faire de la qualité une priorité pour chacun chez AXA France. Donc, les 4 leviers, c'est le sponsorship, fort et visible, prioriser pour créer de la valeur, l'adhésion. Alors, c'est la simplicité pour créer de l'adhésion et inspirer la mobilisation, et l'adaptation en accompagnant en souplesse. Alors, avant 2023, la qualité des données, excusez-moi, il fait un peu sombre, je ne vois pas ce que j'ai écrit. Avant 2023, la qualité des données était surtout un sujet qui était traité d'un point de vue réglementaire de Solvency II. Alors, on a eu la chance d'avoir l'arrivée d'un nouveau DG et une nouvelle CDO qui ont changé la donne. Leur sponsorship a mis la data au cœur du plan stratégique 2024-2026. Nous avons mis en place une décentralisation gouvernée, alignée avec l'organisation d'AXA France et ses 13 domaines métiers, avec concrètement chaque domaine métier qui devient responsable de ses propres données, avec un data IA leader N-1 du COMEX engagé et un data IA office qui joue le rôle de chef d'orchestre. Alors, une fois la gouvernance mise en place et posée, il fallait décider où concentrer nos efforts. Comment? En demandant à chaque membre du COMEX de choisir, de s'engager sur 5 données prioritaires, celles qui font sens pour leur processus majeur. Alors, chez AXA France, on a des dizaines de milliers de données. Un premier travail a été effectué pour isoler les données prioritaires organisées en data produits et exposées via une marketplace. Et au sein de ces data produits, nous avons retenu les 5 données prioritaires pour chaque domaine métier. Mais prioriser ne suffit pas, encore faut-il que tout le monde comprenne et puisse agir. Alors, une des clés, c'était d'éviter d'être trop dogmatique. Alors, trop souvent, les rapports de data quality sont truffés de jauges, de graphiques, de métriques. C'est beau, mais personne ne le lit et surtout personne ne comprend, en tout cas les métiers ne le comprennent pas. Donc, on a voulu choisir une forme simple et intelligible pour tous. Cet indicateur, c'est alors en mettant un indicateur unique et une tour de contrôle qui permet de fédérer les métriques locales. Alors, l'indicateur unique, c'est simplement le niveau d'atteinte de l'exigence. Donc, et c'est ce qu'on vous représente ici. En fait, on a un pilotage au niveau du plan stratégique 2024 qui est opérationnel, tactique et stratégique. Opérationnel, donc l'ensemble des différents domaines métiers gèrent leur pilotage local de la qualité de la donnée. On a un pilotage tactique qui est plutôt au sein du Data Office et qui va faire qui va centraliser au niveau et fédérer au niveau de la tour de contrôle les pilotages locaux.
et stratégique où en fait le niveau d'atteinte de l'exigence remonte au niveau du cockpit du plan, enfin de la stratégie. Mais prioriser ne suffit pas. Non, encore faut-il que tout le monde sache, je l'ai dit, je pense. Excusez-moi. Et pour que ce KPI unique devienne vivant, il fallait embarquer les équipes. Donc, on a fait un accompagnement à la carte pour mobiliser tous les métiers. Ce que nous avons fait, c'est adopter une approche pragmatique et modulable. Donc, on va avoir des formations sous forme de e-learning. On a des formations en présentiel pour renforcer les compétences clés via un catalogue de formations riche et actualisé. On a eu un certain nombre d'animations également qui ont été proposées et également la fresque de la data quality du DAMA qu'on propose en formation aux équipes, aux différentes équipes. On a même dû improviser la création d'une mini-fresque pour un format en 30 minutes pour former 250 managers de la DSI. Ça a bien plu. Donc, on a décidé que cette mini-fresque, elle ferait partie de notre catalogue. Et donc, on la propose aujourd'hui. Donc, on a plus de 500 participants aujourd'hui à la mini-fresque, un peu plus de 200 sur la fresque complète de la data quality du DAMA. Donc, on a vraiment voulu en fait avoir une approche où on s'adapte plus au niveau des métiers. On leur propose des formats qui leur correspondent pour avoir plus d'embarquement de leur part. En fait, le Data Office, c'est plutôt positionné en tant que facilitateur plutôt que prescripteur vis-à-vis des métiers et même vis-à-vis des équipes IT. Alors, en conclusion, pour faire de la qualité des données, l'affaire de tous chez AXA France, nous avons bénéficié du plus haut niveau de sponsorship. Ah oui, sur sponsorship, j'avais oublié une petite anecdote, elle est très sympa, je vous la raconte. C'est lors du plan stratégique 2024-2026, Guillaume Bory, donc notre directeur général, devant les 2000 managers qui étaient présents, a parlé de son plan. Et pendant son plan, il a été très insistant sur la qualité de la donnée. Et je me souviens, j'étais dans le public avec Jérôme et je l'ai regardé en disant, on a un peu la pression, non, pour 2024-2026. Donc on avait vraiment, enfin, c'est vraiment le reflet du sponsorship qui est venu très fort et très haut. Des priorités claires, pilotées par un KPI unique, donc le niveau d'atteinte de l'exigence, en nous appuyant sur une conduite du changement à la carte dans le cadre de notre data mesh. Voilà. Et avant de vous laisser, pour finir, la qualité n'est pas seulement un sujet des équipes data, mais un sujet de tous. Bon, ça, c'était. Alors, donc, là, c'est pas encore la remise, pardon. Les membres du jury vont aller délibérer. Il y a une salle à côté. Voilà, les 4 membres du jury. Et pendant ce temps, vous allez tous prendre vos mobiles et les gens à distance aussi pour... alors, je vais partager mon écran encore une fois pour voter pour le coup de cœur. Alors, le coup de cœur des membres. Alors, voilà. Attends, il y a trop de choses. Trop de choses là. Pardon. Non. Le réseau, c'est PWC Cast. Voilà, tiens. Ouais, on va l'ouvrir. Ouais, il a été fermé. Ouais. Ah non, il est là. PWC avec. Alors, il est là. Alors, c'est moi qui l'ai pas. Oui, c'est ce que je suis en train de faire, mais je ne l'avais pas repéré. Grand E, grand C. Ah, le voilà, c'est là. 2025. Voilà. Alors, attends, je vais juste. PWC casse. avec un W minuscule. Bon, on a pas beaucoup de gens à distance.
Ça. 2020. Ok. Bon. Bon, je te laisse faire et puis de donner les consignes. C'est bon, vous avez réussi? Ouais. Donc là, normalement, si vous flashez le QR code, on a l'impression qu'il y a une vedette. C'est incroyable. Tout le monde est en train de. Oui, je vais me mettre devant, en fait. Ça marche? Yes. Et du coup, une fois que vous êtes dessus, normalement, vous avez le choix. Hop. Ah bah oui, c'est parti. Pas le montrer? Bah oui. Attends, stop sharing. Non, non, non. Voilà. J'ai pas eu le temps. Ouais. Mais c'est pas grave. Vous allez trop vite. Oui. C'est normal. Ah, il faut mettre le QR code. Alors, attends, on va mettre le QR code là. Ici, là. Voilà. On va partager le QR code. On va rester. Oui, oui, oui. Ça vient, ça. Ça vient. Voilà. Voilà. OK. Le voilà. Bon, c'est pas mal un petit peu de suspense, hein. On est- Mais il faut pas que ça dure trop longtemps.
Voilà, je crois que le suspense est terminé. Alors, je vais peut-être laisser Eric annoncer les... Je t'en prie. Le moment que vous attendiez tous, forcément. Juste après, il y a une petite collation quand même. C'est aussi peut-être le moment que vous attendez avec impatience. Le premier point que je voulais souligner. Alors nous, on a eu accès à des dossiers qui étaient structurés, détaillés, hein, et la qualité des dossiers, pour moi, était remarquable. Hein, on comprenait bien les enjeux, on comprenait bien la démarche, hein, c'était très clair. Et puis, c'est tout à fait des cas qu'on pourrait présenter dans une masterclass ou présenter à un public large pour détailler complètement les démarches. Donc ça, pour moi, bravo aux trois participants parce que pas d'hétérogénéité dans la qualité des dossiers. Le deuxième point, c'est que c'est pas toujours évident de venir présenter un dossier. Hein, donc, on est devant un public, on se pose la question, qu'est-ce que je dois présenter? Est-ce que j'arrive à faire une présentation vivante? Hein, et c'est une prise de risque. Bon, et donc, je voudrais saluer la prise de risque. Hein, plus vous présenterez des dossiers, plus vous serez à l'aise, plus vous ferez connaître ce que vous faites en interne ou à l'externe. Hein. Et le faire à l'externe, c'est mettre aussi en avant toutes les réalisations, hein, et de mettre en avant les équipes qui travaillent au quotidien sur la data. Donc pour ça, je salue l'effort et je vous félicite. Après, le rôle d'un jury, c'est de départager. Hein. Voilà, donc on ne fait pas d'ex-aequo, hein, parce que c'est les règles du jeu. Voilà, donc on s'est permis un petit classement autour de vos trois candidatures. Donc, on va commencer par le numéro 3. Et donc, en numéro 3, on a attribué cette troisième place à Covea. Ce qu'on voulait souligner dans votre dossier, c'est une approche très opérationnelle, hein, autour de la qualité de la donnée. Hein, et je pense que nous tous, on aime bien cette notion de kit simplifié, kit complet. Hein, et je pense que ça met la qualité de la donnée au cœur d'un processus de réalisation de projet. Et moi, je trouve ça vraiment très bien fait, très smart. Donc, bravo pour cette réalisation. À la seconde place, on va quand même remonter. Hein, donc, on a en seconde place classé AXA. Hein. Ce qu'on a mis en avant dans... attention, un trophée à plusieurs milliers d'euros. Ce qu'on a mis en avant et ce qu'on a apprécié dans votre dossier, c'est la mise en avant du sponsorship, hein, qui traverse toute l'entreprise AXA France, hein, et qui est un point extrêmement important et dont tout le monde rêve. Hein. Donc, je pense qu'ici, tout le monde signe pour avoir le sponsorship du COMEX. Et puis, l'autre dimension qu'on a trouvée extrêmement intéressante, c'est cette conduite du changement, hein, de mettre ces rôles en avant, toute la dimension autour de l'animation, de la fresque de la data, de l'accompagnement personnalisé. On sait que c'est un facteur clé de succès. Alors, ça dépend de la culture d'entreprise, hein, mais dans beaucoup d'entreprises, ça a beaucoup de valeur. Et donc, on a vraiment apprécié ce point dans votre dossier. Et comme il n'y a pas de dossier caché, comme vous voulez. Alors, le suspense, c'est à son comble, vous comprenez? Le suspense est à son comble, on va faire
le coup de cœur, à condition que j'y arrive. Ah bah tiens. Alors voilà, je dévoile les résultats sur le coup de cœur. Donc, à ce moment-là, ça sera. Alors, c'est un double trophée. Alors, je dirais aussi un joli coup de cœur pour Covea. Hein. Vous voyez que vous n'avez pas été très loin du coup de cœur du public. Mais bon, double coup de cœur, double trophée pour la SNCF. Alors, je ne sais pas si ça a joué, hein, mais nos locaux Orano sont à Châtillon, à peu près 300 mètres d'un technicentre. Hein. Donc, quand je passe devant tous les matins à vélo devant le technicentre, je vois un certain nombre de personnes avec la tenue réglementaire. Hein, et donc, bon, bah, non, ça n'a pas joué du tout. Mais merci pour votre présentation. Ce qu'on voulait mettre en avant dans votre dossier, c'est d'avoir mis au cœur de la data platform des enjeux industriels. Hein, et ça, c'est un enjeu extrêmement fort. Hein, réussir au travers de la mise en avant de la donnée, réussir à apporter de la valeur industrielle. Bravo pour cette réalisation. Et puis, l'autre partie, c'est que vous avez fait un vrai voyage durant 5 ans, hein, puisque vous êtes parti en 2020 et avec beaucoup de persévérance. Hein, vous avez petit à petit déployé, petit à petit embarqué un certain nombre de personnes autour de cette data platform pour en faire un vrai succès. Et donc, bravo, parce que réussir son voyage avec la SNCF, c'est quand même un bel exploit. Donc, bravo pour ça. Avec vos trophées, de venir tous là, et les membres du jury aussi, on va faire les photos. La photo officielle, voilà. dans les marches de Cannes. Voilà. Avec un fond d'amas. Un fond d'amas, là. Oui, non, mais alors, un fond d'amas, c'est un peu. Alors, attends, on va faire ça. C'est bon. Je vais. Ce qui est important, c'est vous. Je vais virer ça. Si, après, si. Alors, moi, je sens que ça fait quand même. C'est pas les poster après. C'est bon? C'est super. Merci à tous. Alors, vous savez, un petit cocktail nous attend. Je voulais vous remercier et peut-être rajouter 2 choses. D'abord, féliciter évidemment les 3 entreprises. Et puis, finalement, ça m'a fait réfléchir. On avait le projet, il y a 1 an et demi, on a rencontré les gens de l'AFIS. L'AFIS, c'est l'Association des ingénieurs systèmes. Et donc, internationalement, c'est l'INCOS. Et donc, c'est des gens qui travaillent dans le milieu industriel et sur de la data industrielle. Et donc, on va essayer de reprendre langue avec eux pour essayer de voir si on ne peut pas faire des choses ensemble. Ça aussi, c'est quelque chose que je retirerai de la soirée. Voilà, merci. Et puis, on se revoit au cocktail. Merci beaucoup. Hein.